Des monstres ont infiltré le monde, plongeant l'humanité dans le désespoir. Les gens ont combattu jusqu'à leur dernier souffle pour protéger l'endroit qu'ils appelaient leur foyer. Parmi ces âmes courageuses se trouvait le protagoniste de cette histoire, Karsilian Livandayan, qui luttait contre la menace avec une férocité sans pareille. Pendant de nombreuses années, il a affronté d'innombrables monstres, empilant sans relâche les cadavres avec la seule lame qu'il possédait, sans jamais ressentir la moindre peur dans son cœur. Puis enfin, un jour, il s'est retrouvé face au frère d'Eren, celui qui venait d'une autre mère. Ce salopard était un sacré morceau. Le combat fut brutal, mais il parvint finalement à abattre cette ordure. Cependant, à l'issue de cette bataille, lui aussi succomba à la mort. Mais le destin avait d'autres projets pour lui. Son âme dérivant dans ce vide infini, il fit la rencontre d'un jeune humain venu d'une planète nommée Terre. Ce garçon s'appelait Sayo Dojin et se trouvait au seuil de la mort pour une raison inconnue. Avant de rendre son dernier souffle, il souhaitait formuler une requête à Livandayan, qui refusa immédiatement, sans même prendre la peine d'écouter ce que ce gamin avait à dire. Après tout, notre héros voulait juste mourir en paix. Il en avait fini avec toutes ces conneries. Il avait perdu son pays face aux monstres, perdu ses proches, et au bout du compte, il était mort comme un chien. Quant à ce garçon, Sayo Dojin, il n'avait pas non plus vraiment envie de vivre, mais il tenait désespérément à ce que sa famille puisse mener une vie paisible. Il semblerait que Livandayan soit enfin prêt à écouter la requête de ce môme. Le garçon s'illumina comme un gosse dans un magasin de bonbons et trouva le courage de dire qu'il voulait que sa famille vive paisiblement. Ainsi, notre héros accepta volontiers la mission de protéger la famille de ce garçon et se retrouva sur Terre. Désormais dans le corps de ce jeune adolescent nommé Dojin, notre homme avait pour mission d'infiltrer la porte de Namsan, classée de rang C pour des raisons évidentes. Seuls les héros officiellement enregistrés avaient le droit d'y entrer, si bien que la machine automatisée ne cessait de hurler pour qu'il scanne sa carte d'identité, qu'il n'avait évidemment pas. Il se contenta donc de forcer l'entrée du bâtiment gardé et autorisé, déclenchant les alarmes de sécurité qui hurlaient à l'intrusion. Une fois à l'intérieur, il se mit à arpenter les lieux, cherchant des monstres à éclater. C'est alors qu'il tomba sur un groupe de héros, des types qui, eux, avaient les licences officielles et l'autorisation d'être là. Ils pensèrent que notre garçon s'était simplement perdu et proposèrent de lui indiquer la sortie, surtout qu'ils se dirigeaient eux-mêmes vers l'extérieur. Dojin resta silencieux, dégageant une aura étrange. Même ses héros pouvaient sentir que quelque chose clochait. Il portait des vêtements civils et ne ressemblait pas du tout à un héros. Certes, les porteurs avaient tendance à s'habiller plus simplement de nos jours, mais la tenue de notre héros était bien trop ordinaire pour être honnête. Et ce sac sur son dos? À leurs yeux, il devait sûrement s'agir d'un porteur un peu paumé, abandonné par le groupe avec lequel il était venu. Mais en fin de compte, il n'en était pas si sûr. Dojin finit par prendre la parole, conscient de leurs doutes, et leur expliqua clairement qu'il était venu seul, sans le soutien d'aucun groupe de héros. En entendant cela, l'un des héros soupira, comprenant la situation. Il en avait vu des cas où des gens se mettaient en tête de devenir des héros pour aller chasser des monstres, après avoir vu quelques pubs tape à l'œil à la télé. Mais cette motivation soudaine pouvait vous faire crever très vite si vous fonciez tête baissée dans un portail sans passer par les procédures légales. D'abord, il faut obtenir une certification officielle de héros. Ensuite, on passe par un entraînement et des tests. Sans oublier que cette porte était de rang C, pour une bonne raison. Si tu débutes à peine dans ce métier, tu ferais mieux de commencer par une porte de rang F avant de risquer ta vie pour de bon. Après avoir entendu ce type blablater et prodiguer des conseils que personne n'avait demandé, Dojin mit les choses au clair. Il n'avait besoin de rien. Naturellement, l'équipe de héros resta bouche bée devant ce gosse qui leur répondait avec un ton si glacial. Après tout, ils cherchaient juste à l'aider. Un peu vexés, ils allaient répliquer, mais leur chef les arrêta. Si le garçon ne voulait pas d'aide, très bien, qu'on le laisse tranquille. Le chef était persuadé que ce gamin finirait par comprendre, à ses dépens, pourquoi il ne faut pas ignorer les paroles des sages. Ils espèrent qu'il finira par comprendre à quel point ces portails sont impitoyables, contrairement aux séries télé qui idéalisent les héros comme s'ils étaient la seconde venue du Christ. Bien assez tôt, Dojin tombe enfin nez à nez avec un énorme troll qui le fixe, prêt à le dévorer vivant. Le monstre déclenche une attaque, mais il rate sa cible et frappe le sol. Le gars a bougé si vite que le troll n'a même pas compris ce qui s'était passé. Puis il serre le poing et assène un coup dévastateur,
assez puissant pour pulvériser le visage de l'orque en un seul coup. C'est digne de One Punch Man ou d'Omni-Man en pleine frénésie meurtrière. Maintenant que le monstre est hors d'état de nuire, on passe à la partie la plus juteuse. Il est temps de ramasser le butin, bébé. D'abord, il s'empare de l'épée que ce salaud tenait en main. Puis, il utilise cette même épée pour fouiller le corps du monstre et en extrait une pierre précieuse brillante. C'est en réalité une pierre magique de bas niveau, si insignifiante que Dojin ne s'en était jamais soucié dans sa vie précédente. Mais vu qu'il est fauché en ce moment, il n'a pas trop le choix. Soudain, d'autres monstres envahissent la zone, furieux d'avoir vu leurs camarades décapités. Dojin se retourne et balance la pierre précieuse si vite qu'elle fait littéralement exploser la tête de l'un d'eux. Les deux autres crétins chargent comme s'ils avaient un vœu de mort à accomplir, pendant que Dojin est plus qu'heureux de semer le chaos. Alors qu'il est en plein carnage, on revient à l'équipe de héros qui avance péniblement dans ce territoire infesté de monstres. En ce moment, leurs pensées sont encore focalisées sur leur rencontre avec ce jeune homme. La femme aux cheveux orange est d'ailleurs inquiète pour la sécurité de Dojin, craignant qu'il ne finisse par mourir. Mais le chef du groupe la rassure, c'est hautement improbable. Si c'est un type non autorisé qui s'est introduit dans le portail, les agents du centre de contrôle le trouveront bien assez tôt. Ces agents en mission sont toujours de rang B ou supérieur. Et comme ce portail est de rang C, il n'y a aucune chance qu'il y laisse sa peau. Tant que ce gamin ne fonce pas tête baissée sur les monstres, il n'a aucune raison de perdre la vie. Le chauve acquiesce à l'évaluation de son chef. Il est persuadé que ce petit arrogant doit être en train de trembler de peur, attendant que les agents viennent lui sauver la mise. Eh bien, l'histoire est exactement l'inverse. C'est notre gars qui fait littéralement trembler ces sacs de sable surdimensionnés. Un seul coup, et la proie s'effondre. Il est si rapide qu'ils ne peuvent même pas l'effleurer, encore moins l'écraser sous le poids de leurs lames. Il apparaît dans le dos de l'un de ces idiots et lui balance un coup de pied si violent que la tête de l'imbécile explose. Une fois tous les imbéciles à terre, il saisit l'une de leurs épées et s'empresse de récolter ces précieuses pierres magiques, rien que pour lui. Après un moment, son sac est plein et il est prêt à repartir. Bien qu'honnêtement, il est plutôt déçu de la récolte du jour. Tout ce qu'il a, ce sont des pierres de bas niveau, du poids mort dans son sac. À ce moment-là, l'un des agents finit enfin par le repérer et appelle ses collègues. Avant que notre gars n'ait le temps de se retourner complètement, ces hommes en costume le toisent d'un air sévère. D'abord, ils expliquent qu'ils viennent du centre de contrôle des portails et lui suggèrent de montrer sa carte d'enregistrement de héros. S'il n'est pas enregistré, il doit les accompagner au centre. Notre gars n'en est pas sûr, ce qui rend l'agent encore plus tendu et glacial, insistant pour qu'il coopère et suive les procédures. La seule réponse que ces types en costume obtiennent, c'est un air d'agacement gravé sur le visage de Dojin, tout ce drama inutile lui foutant la flemme. Cela dit, le gars n'a pas l'énergie de discuter. Il tourne simplement les talons pour partir. Comme les mots ne suffisent pas, les types le menacent de le menotter s'il refuse d'obtempérer. La force physique pourrait être utilisée si nécessaire. L'un des plus impatients ose même attraper la main de notre gars et le menace des blessures qu'il subirait s'il refuse de coopérer. Pire encore, toute la responsabilité retomberait sur ses épaules. Donc, dans l'intérêt de tout le monde, mieux vaut résoudre ça avec des mots plutôt que de la violence. Visiblement, Dojin en a marre de tout ce blabla, alors il saisit la main de ce connard et le prévient de cesser de se dresser sur son chemin. Cet avertissement glaçant provoque un frisson instinctif chez le pauvre agent. La peur le parcourt des pieds à la tête. Les deux autres types sortent alors leurs matraques infusées de mana. Ce sont en réalité des bâtons magiques de 4e niveau, assez puissants pour maîtriser un orc. Mais ils n'ont pas assez de puissance pour blesser physiquement notre gars. Alors, il tord violemment la main du sale type, le faisant gémir comme la mauviette qu'il est. Ensuite, Dojin leur lance un dernier avertissement. Il ferait mieux de partir s'ils ne veulent pas perdre le dernier lambeau de dignité qu'il leur reste. Finalement, ces hommes en costume, tenus par leur devoir, n'ont pas d'autre choix que de riposter par la violence. Ils tentent de toucher notre gars avec leurs bâtons magiques, mais aucun n'y parvient. Dojin assène alors un coup écrasant dans le dos de l'un d'eux, puis en frappe un autre en plein ventre. Il se concentre ensuite sur le type à lunettes, le dernier encore debout. Le pauvre bougre sent ce qui va lui tomber dessus et se tend comme une corde prête à lâcher. Dojin disparaît brusquement, s'évaporant dans les airs, semant la panique chez l'agent qui voit littéralement un homme se volatiliser sous ses yeux. Puis, sorti de nulle part,
surgit un coup de poing vicieux qui s'enfonce dans le ventre du malheureux, le faisant tituber en arrière, plié de douleur. On dirait bien que Dojin en a marre de toute cette merde et des agents à ses trousses. Alors, il commence enfin à réfléchir sérieusement à s'enregistrer comme héros. L'agent lui assure que tant qu'il évite les combines douteuses ou illégales, aucun agent ne le pourchassera plus. Dojin en profite pour l'interroger sur ce qu'est exactement une faille, une question qui déroute complètement l'agent. Petit rappel sur le fonctionnement de ce monde. Il existe plusieurs passages menant vers un autre monde où vivent d'étranges monstres. Ces passages sont disséminés à travers le monde entier. Les gemmes récoltées sur les cadavres de monstres servent de nouvelles sources d'énergie, ce qui les rend extrêmement précieuses. Pour cette raison, le gouvernement surveille strictement ces passages afin d'en garder le contrôle total. Chaque passage contrôlé par le gouvernement et ouvert aux héros est appelé une porte. Les passages qui ne sont ni contrôlés ni fermés sont connus sous le nom de failles. Pour Dojin, c'est juste incroyablement agaçant que ces types en costume le suivent partout, l'accusant de violation de territoire à chaque fois qu'il franchit une porte. Le pauvre agent lui explique qu'un héros non enregistré qui entre dans une porte sans autorisation déclenche automatiquement une alerte au centre de contrôle et que des agents postés à proximité interviennent aussitôt. Comme Dojin songe à explorer une faille, l'agent insiste sur le fait que ces lieux sont bien plus difficiles d'accès qu'une porte classique. Et pénétrer dans une faille sans autorisation entraîne une sanction sévère. Aucun avertissement, aucune négociation. Mais Dojin n'en a clairement rien à foutre. Alors il attrape le pauvre agent par la tête et le jette de côté comme un vulgaire sac poubelle. À présent, l'agent regrette amèrement de ne pas avoir prévenu le QG. Tout ça le dépasse complètement. Avant de partir, Dojin jette un dernier coup d'œil au pauvre type qui gît là, se rendant compte à quel point ce mec est faible. L'agent, le bras fracturé, hurle des menaces en promettant d'attraper Dojin et de l'envoyer derrière les barreaux. La scène se déplace ensuite à Séoul, dans le complexe numérique de Gazon, situé dans le district de Gyeongchon. Ce gigantesque bâtiment est désormais connu sous le nom de Hero Complex. C'est ici que se déroulent toutes les transactions liées aux pierres magiques ou à tout ce qui provient des portes. Et ces jours-ci, l'endroit n'a jamais été aussi animé. On aperçoit Inan se diriger vers l'une des boutiques spécialisées dans l'achat et la vente de pierres magiques. Dès qu'il franchit le seuil, il est accueilli par ce sale gosse de la génération Z, les yeux rivés sur des reels Instagram qui lui rongent le cerveau. Quand Dojin dit qu'il veut vendre des pierres magiques, le commerçant rusé commence aussitôt à lui vanter son business, prétendant que cette succursale offre les prix les plus élevés à ses clients. Il pousse même le vice jusqu'à dire qu'ils sont les meilleurs du pays. Finalement, Dojin sort toutes les gemmes de bas niveau, encore poisseuses du sang de monstre, et les balance sur le comptoir. Le visage du vendeur se crispe aussitôt, comme s'il venait de se faire prendre par derrière. Il est franchement dégoûté par tout ce sang collé aux pierres. Mais il ne dit rien et poursuit la transaction. Il demande même à Dojin s'il veut un café, le temps que les pierres soient traitées. Un peu plus tard, Dojin sirote tranquillement son café pendant que le commerçant nettoie soigneusement les pierres ensanglantées. Ensuite, le vendeur fait le calcul final. Il y a 12 pierres magiques de bas niveau, 16 de niveau moyen, plus 5 autres de niveau supérieur et inférieur. Après avoir déduit une commission de 40%, Dojin doit toucher environ 5 500 000 won. Eh bien, notre gars n'est pas vraiment à l'aise à l'idée de céder 40% en commission. Ça lui paraît injuste, car c'est lui qui a fait tout le boulot, qui a risqué sa peau pour trouver ses pierres, et voilà que ce salaud pense avoir droit à presque la moitié de l'argent. Le propriétaire de la boutique, tout fier, prétend pourtant qu'il est généreux en ne prenant que 40%, surtout que ses concurrents, eux, demandent 45% ou plus. Il est tellement sûr de lui qu'il propose même à Dojin de reprendre ses pierres s'il n'est pas d'accord avec le prix. Après tout, personne ne lui offrira mieux, ou du moins c'est ce que ce type ose affirmer. Mais notre gars n'est pas dupe et commence à remettre précieusement ses pierres dans son sac. Voyant que ses manigances ne marchent pas, le salaud attrape la main de Dojin avant qu'il parte et exige qu'il paie pour l'estimation et le café qu'il a bu. 30 000 won pour l'estimation, plus 10 000 pour le café. Sans compter qu'il a dû nettoyer tout le sang, ce qui a ruiné sa serviette hors de prix. Au total, Dojin lui devrait soi-disant environ 350 000 won. Mais il n'est pas prêt à céder à ses demandes délirantes, peu importe à quel point ce fou insiste.
Comme rien ne fonctionne, le salaud se rabaisse à des méthodes de voyou et menace Dojin avec les héros de classe C qu'il a engagés comme garde du corps. À cet instant, ses gros bras font irruption par la porte arrière, demandant pourquoi ils ont été appelés. S'il y a un problème, ils sont prêts à le régler. Dojin, en réponse, jette un regard froid au salaud, qui lui rend son regard avec la même intensité. Un moment passe, et la scène se coupe sur le visage terrifié et en sueur du propriétaire de la boutique qui se prenait pour le héros. Mais il a vite déchanté quand Dojin a mis ses 3 porcs au tapis sans même transpirer, révélant qui était le vrai protagoniste de l'histoire. Mon gars s'avance alors au comptoir et négocie la commission à 1%, sans discussion. On le sait tous, quand quelqu'un comme Dojin vous regarde droit dans les yeux comme ça, il n'y a pas matière à discuter. L'affaire est conclue et Dojin sort de la boutique avec une liasse de billets pour la cargaison qu'il a récoltée avec sa sueur, ou plutôt avec ses poings. Sa grand-mère et sa petite sœur sont stupéfaites devant l'énorme somme d'argent. Mamie Pa soupçonne même Dojin d'avoir des faux billets, mais il la rassure aussitôt. Cet argent, il l'a gagné en prêtant des fonds à un ami qui a monté un commerce florissant. Mamie n'est pas vraiment convaincue qu'il est un ami capable de ça. Alors, il invente un autre bobard. C'était un ami d'enfance. Finalement, elle arrête de poser des questions, du moins les plus importantes. Pendant ce temps, la petite sœur de Dojin est toute fière de son grand frère, persuadée qu'ils vont vivre comme des rois désormais. Le frère attentionné la félicite et lui donne de l'espoir quant à la vie de luxe qu'ils auront bientôt. La petite fille saute de joie, folle de bonheur à l'idée d'être riche. Et en la voyant si heureuse, Dojin comprend qu'il commence enfin à tenir la promesse qu'il s'était faite. Il se rappelle alors les mots de celui dont il possède désormais le corps. Son dernier vœu avant de mourir était que sa grand-mère et sa demi-sœur Yoon-young vivent en sécurité et heureuses. Ce pauvre gars a disparu avant même que Dojin puisse dire quoi que ce soit. Et quand il s'est réveillé, il était devenu Seo Dojin. Désormais, sa seule mission est de faire en sorte que cette petite famille vive en paix et à l'abri du besoin. Pour ça, il rêve d'acheter la maison la plus sûre de toute la Corée, qui coûte actuellement 110 milliards de won. Gagner de l'argent ne sera pas un problème pour lui, du moment qu'il retrouve sa force originelle. Ce monde-ci partage beaucoup de points communs avec celui qu'il a vu tomber autrefois. La seule vraie différence, c'est que failles, portails et monstres sont ici à peine plus faibles que dans le monde qu'il a vu s'effondrer. Pour lui, qui portait le titre de dieu de l'épée dans sa vie passée, cet endroit n'est rien d'autre qu'un bac à sable. Jusqu'à présent, il ne s'est battu qu'à 1/10 de sa puissance d'origine. Soudain, quelqu'un frappe à la porte. Le visiteur dit vouloir voir Seo Dojin. Mon gars se lève et décide d'aller répondre. Alors qu'il ouvre la porte, Dojin découvre 2 voyous postés devant chez lui. Ces types sont venus pour réclamer une dette que Dojin doit rembourser. Une somme folle de 48 millions de won. En voyant ça, Dojin comprend immédiatement que ce sont des usuriers. Le véritable Seo Dojin avait emprunté de l'argent avant de quitter ce monde pour de bon. À l'origine, il ne s'agissait que de 5 millions de won pour payer les frais d'hôpital de sa grand-mère. Mais ces types exigent maintenant 10 fois plus, en invoquant des intérêts de dingue. Ils savent qu'ils gagnent de l'argent en franchissant des portails ces derniers temps, et comme tout est consigné dans le contrat, ils veulent qu'ils crachent la somme. Mais la seule chose que ces salopards récoltent, c'est un coup de poing fracassant qui vient exploser la mâchoire du gros balèze. Ce simple coup envoie valser le pauvre type, laissant son acolyte bouche bée. Dojin, lui, jette un regard meurtrier au maigrelet pour lui rappeler qu'il a déjà remboursé plus de 9 millions de won. Si on fait les comptes, ces enfoirés devraient même lui payer des intérêts. Avec un autre coup qui fait pleurer ce minable comme une fillette, Dojin lui ordonne d'aller dire à son patron que Dojin compte bien lui rendre une petite visite. La scène coupe ensuite sur un centre commercial grouillant de vie. Là, on aperçoit la douce Eun-young rayonnante dans un magasin de peluches. Dojin l'a amenée ici pour une virée shopping. Aujourd'hui, elle a carte blanche pour choisir tout ce qu'elle veut. Tu sais, notre gars n'a pas toujours été ce tendre nounours au cœur d'or. Ce sont les souvenirs de l'ancien Dojin qui ont ravivé ses émotions éteintes. Ça lui réchauffe le cœur de voir à quel point Dojin traite Eun-young avec gentillesse, même si elle n'est que sa demi-sœur. Alors il veut continuer à faire de même et lui offrir tout l'amour qu'il a en réserve. Finalement, la fillette choisit une petite peluche qui lui plaît vraiment. Un lapin, tout mignon. Elle le choisit avec modestie, sans vouloir exagérer. Mais Dojin, lui,
prendre une peluche bien plus grande pour elle. Il ne veut pas qu'elle se retienne. C'est sa journée, et elle a le droit de choisir ce qui lui fait envie sans jamais penser à l'argent. Tous les deux s'offrent aussi un bon repas. Alors qu'ils savourent leur plat, une voix inconnue appelle soudainement le nom de notre gare. C'est une femme d'âge mûr, entourée d'une bande de gardes du corps. Cette grosse cougar semble être une de ces harpies qui adorent déverser leur venin sur Dojin. D'abord, elle se moque de sens pitoyable de la mode. Ensuite, elle jette un œil à la fillette assise à côté de lui et lance une pique, insinuant qu'il a dû engrosser quelqu'un pour avoir cette gamine, tout comme sa propre mère l'avait mis au monde. Évidemment, ces attaques mesquines font bouillir notre héros de l'intérieur. Pendant ce temps, la petite ne comprend pas qui est cette femme, ni pourquoi elle balance autant de saleté avec tant d'aisance. La mégère finit par se tourner vers la fillette et lui demande son nom. Eun-Young répond qu'elle s'appelle Lee Eun-Young, ce qui fait comprendre à cette vieille carne qu'elle est la sœur de Dojin. Par habitude, la femme balance alors une remarque désobligeante sur ses vêtements, la traitant de loque. Elle n'épargne même pas la mère décédée de la fillette. Et tout ça, ça met sérieusement Dojin hors de lui. Mais, pour une raison inconnue, il garde tout à l'intérieur et refuse de réagir de manière agressive. Même cette garce semble surprise de voir Dojin garder son calme et ne pas tomber dans ses provocations. Alors, elle pousse le bouchon encore plus loin. Cette grosse vache ose carrément demander à une enfant la signification du mot catin. Là, c'est la goutte d'eau. Dojin craque et lui balance qu'elle est une femme laide, digne d'une tribu d'orques. La femme, prise de court, reste bouche bée et complètement sonnée. Pour comprendre pourquoi Dojin a tant supporté cette vipère, il faut un peu de contexte. Tu vois, Dojin est né hors mariage. À seulement 7 ans, il a perdu sa mère et a péniblement atterri chez son père. Mais une fois que son père s'est remarié, Dojin a été mis à l'écart par tous. Ça n'a fait qu'empirer après la naissance du fils légitime de son père, qui a rendu Dojin totalement invisible. Les choses ont pris une tournure si horrible qu'il a fini par se faire jeter dehors, du seul endroit qu'il appelait encore maison. Ainsi, il vivait avec sa demi-sœur chez sa grand-mère. En repensant à tout cela, notre garçon ressent de la pitié pour le Dojin original, celui qui avait dû endurer tout ça et qui essayait pourtant de garder le sourire, comme s'il n'avait jamais souffert. Mais aujourd'hui, il veut tout changer. Il semble que cette femme soit sa demi-sœur, ce qui explique pourquoi il essayait de se contenir, mais il ne la tolérera plus. Il se souvient de tous ces jours passés sous le même toit que cette femme, une véritable orque, et elle est toujours aussi répugnante. Non seulement sa personnalité est tordue et son apparence bestiale, mais en plus, elle est aussi stupide qu'une pierre. Il écrase encore un peu plus son esprit en lâchant des vérités brutales sur son complexe d'infériorité. C'est la seule raison pour laquelle elle projette ses insécurités sur les autres, en les traitant de laides. Cette fouineuse n'est qu'une chasseuse de richesses, obsédée par la vie des autres, et c'est la vérité que le monde devrait savoir. Tandis qu'il continue de l'écraser avec ses pics acérés, tout le centre commercial semble river sur eux, comme si c'était un spectacle. La femme orque est furieuse, au bord de l'explosion, mais soudain, la belle-mère de Dojin fait son apparition. Voyant sa mère, la femme orque se précipite vers elle, geignant comme la pleurnicheuse qu'elle est, se plaignant que ce gamin vient de la réduire au silence avec ses mots. Mais la mère est exaspérée par cette fille qui chouine et la fait taire d'un simple regard glacial. Je ne vais pas mentir, cette belle-mère a du cran. La vraie maman se tourne vers notre garçon et le salue avec une grâce feinte. Elle l'invite à rentrer à la maison pour s'amuser un peu. Mais Dojin sait trop bien que ce sourire n'est qu'un masque. Après tout, c'est elle qui a semé le plus de misère et de tourments pendant les 12 années où il a vécu avec eux. Elle continue de lui rappeler des souvenirs qu'il préférerait oublier, ravivant ses traumatismes et le forçant à redevenir sérieux. D'une voix plus froide que n'importe quelle blague de ta mère, notre garçon lui dit clairement d'aller se faire foutre. C'est un sacré coup à la dignité de cette femme, se faire insulter par un gamin plus jeune qu'elle. Elle tourne les talons et s'éclipse, emportant avec elle ce qui lui reste de fierté. Franchement, elle ne s'attendait pas à ce qu'il riposte aussi violemment. Elle se demande si c'est bien le même garçon qui baissait la tête même quand elle le giflait sans raison. Sa pétasse de fille la suit, et les gardes du corps emboîtent le pas aux deux femmes. Honnêtement, ces gardes jouaient parfaitement le rôle de mannequins dans toute cette mascarade. Revenons à notre garçon. Ces deux pestes ont complètement gâché le moment qu'il partageait avec son ami. Il décide donc de partir, lui aussi. Son comportement avec sa famille n'était pas un hasard.
Il voulait leur faire comprendre une chose. Le Seo Dojin, qui n'osait même pas ouvrir la bouche, a disparu. Il est grand temps que sa famille de déchets le réalise. La scène coupe ensuite à une Mercedes qui file sur la route. À l'intérieur, la mère et la fille pestent en silence. La fille est furieuse contre sa mère qui s'est contentée de partir sans remettre Dojin à sa place. Alors qu'elle fulmine et insulte notre garçon pour l'humiliation subie, la mère ordonne à son manager de lui expliquer pourquoi Dojin est encore en vie. Le pauvre Baldi n'en sait rien, et ça ne colle pas avec ce qui était prévu. La femme hurle, furieuse de ce qu'elle entend. Comment diable pourrait-il être encore en vie alors qu'ils avaient veillé à ce que tout soit réglé? Le pauvre type la rassure. Il va vérifier encore une fois et s'assurer que cette fois-ci, le travail sera fait correctement. Pendant ce temps, la fille n'a pas la moindre idée des magouilles que sa mère a orchestrées. Elle est bouleversée, entendant parler de mort et de meurtre. Finalement, la mère se tourne vers sa fille et lui pose une question inattendue. Est-ce qu'elle a des sentiments pour Dojin? Cette question prend la grosse truie par surprise, la faisant rougir et bafouiller. En réalité, elle est inquiète pour Dojin. Car si grand-père ou papa apprennent ce qui s'est passé, ils vont tous plonger dans un sacré merdier. La mère agrippe violemment la bouche de sa fille et lui ordonne de rester loin de ses affaires. Elle est déterminée à s'approprier la vie de Dojin, sans aucune intention de lui laisser la moindre chance. Surtout après qu'il ait osé lui répondre. Se débarrasser de lui est la meilleure vengeance qu'elle puisse imaginer. Il y a une dizaine d'années, le monde a sombré dans le chaos avec l'apparition de la faille. Cette dimension terrifiante a donné naissance à des monstres surgissant du portail, animés par un seul objectif, massacrer les humains dès qu'ils les aperçèvent. Leur terreur ne s'est jamais arrêtée. Elle était incessante et a fini par ravager le monde, laissant derrière elle des villes détruites et des flammes dévorantes. Cependant, tout comme sont apparues les forces des ténèbres, la lumière s'est également manifestée sous la forme de vaillants guerriers qu'on appelle les héros. Avec leur arrivée, la première découverte des pierres de mana a été faite, extraite des cadavres des monstres vaincus. De retour dans le présent, Dojin se rend quelque part, réfléchissant à la façon dont les pierres de mana ont rapidement fait basculer la dépendance énergétique du monde, la détournant des sources traditionnelles. En raison de leur rôle crucial, les pays ont décidé de concentrer leurs efforts sur ces failles, s'octroyant la priorité pour en extraire les ressources. Dans l'état actuel des choses, toute l'industrialisation du monde repose désormais sur le concept des portes et sur la dépendance envers les héros. Et pour cette raison, la profession de héros rapporte gros. Seul un héros digne de ce nom peut espérer un salaire élevé et régulier. Dojin arrive enfin à destination. C'est en réalité le siège de Yongdongpo HCS Capital. Oui, c'est un nom à rallonge, mais vous allez vite comprendre pourquoi il est venu ici. Il entre dans le bâtiment et à première vue, le patron et ses sbires ressemblent à de vulgaires voyous prêts à effrayer les gens avec leurs sales tronches. Mais Dojin reste parfaitement calme face à la situation. Le patron écrase sa cigarette et souligne l'audace de notre gars. Non seulement pour avoir mis une raclée à ses hommes de main, mais aussi pour oser se pointer à sa porte. Ça montre bien que Dojin n'en a strictement rien à foutre de quiconque. Avec un ton intelligent, il annonce au propriétaire des lieux que, en réalité, c'est lui, Dojin, qui se trouve véritablement en position de perte. Cette affirmation paraît absurde du point de vue du patron, qui demande donc des explications. Dojin précise qu'il est ici pour réclamer la compensation qu'il mérite amplement. Après tout, il a subi des pertes mentales, physiques et matérielles à cause de ses clones. Ces mots forts et sérieux frappent le patron, qui remarque un changement flagrant dans la personnalité du jeune homme. Il y a quelque chose de différent chez lui. Il n'est plus ce garçon doux et timide qu'il était autrefois. Et puis, il y a la preuve irréfutable. Ce même gosse a anéanti les sous-fifres qu'il avait envoyés. Tout bien considéré, la principale suspicion du patron est que Seo Dojin a vécu un éveil unique au cours de ses expériences dans la faille. Même en le sachant, le type continue de jouer les arrogants et affirme à Dojin que sa nouvelle assurance, née de son éveil, sera la cause de sa perte. L'hypocrite ose même traiter notre garçon de trop confiant, et pour appuyer ses menaces, il fait venir une bande de types patibulaires pour l'intimider. Bien sûr, ils peuvent empiler toute la masse musculaire qu'ils veulent, mais face à l'expérience du dieu de l'épée, ils ne sont rien de plus que des insectes. Le patron continue de débiter ses conneries, affirmant que même les éveillés finissent par mourir comme des pois morts ou de vulgaires héros de bas étage. Le plus drôle,
Le mec est persuadé que Seo Dojin n'est rien de plus qu'un héros de classe D, et que son organisation peut facilement écraser un type aussi faible. Pendant ce temps, Dojin est simplement affalé sur le canapé, pendant que 5 types le fixent. Sans la moindre once d'amusement, il ordonne au patron de s'asseoir immédiatement. Le patron est sidéré de l'entendre continuer de parler sur ce ton, tandis que Dojin, le visage grave, insiste. Il n'a pas fini de parler. Entendant cela, l'un des hommes décide de jouer les courageux et défie Dojin. Assez amusant, notre garçon retire joyeusement ses lunettes, ce qui ne fait qu'ajouter à la confusion ambiante. Et puis, eh bien, il balance un Mike Tyson Ballistic Universal Machine Gun Rocket Punch 9000 en pleine face de son adversaire. Le type est littéralement projeté par la violence de l'impact, sous les yeux ébahis de ses amis, incapables de prononcer le moindre mot. Mais ce n'est pas tout, car la raclée est équitablement partagée entre les membres du groupe. Dojin envoie au tapis un autre de ses opposants. Il faut préciser que pendant qu'il leur botte les fesses, il prend aussi le temps d'expliquer calmement son point de vue, révélant au passage ses connaissances sur les petites affaires louches du boss, qui planque un commerce bien plus sombre derrière la façade d'un prêteur sur gage. Dojin s'attaque ensuite à un type aux cheveux orange et prouve sa maîtrise de la contrefaçon de papier d'identité. Ayant logé son coup de poing, il annonce au boss qu'il cherche à obtenir une identité de héros officiel, afin de s'enregistrer et de gagner de l'argent. Évitant l'attaque du dernier gars encore debout, Dojin réplique avec un triple amour d'une puissance redoutable. Résultat, il offre à toute la bande une petite sieste improvisée grâce à sa technique spéciale pour les endormir, efficace à 100%. Dojin poursuit ses exigences. Il veut une fausse identité infaillible, qui ne lui causera aucun souci plus tard. Le boss, abasourdi par tout ce qui vient de se passer en quelques secondes, reste muet d'admiration. Notre garçon le rappelle à l'ordre, précisant qu'il n'a qu'une journée pour forger ses papiers. Soit dit en passant, certains types n'ont même pas tenté d'intervenir dans la bagarre, ce qui est un compliment en soi. Ces figurants sont souvent du genre à défier Dieu lui-même, tout en n'ayant que le niveau d'un débutant dans la plupart des histoires. Quant au boss, il est complètement dépassé et commence sérieusement à douter du niveau de puissance de Dojin. À tout le moins, il a devant lui un gars qui semble avoir la force d'un B-class. Le boss est tellement perdu dans ses pensées qu'il doit se faire rappeler à l'ordre par le gamin. Il accepte alors le travail, le sourire aux lèvres. Enfin, Dojin lui attrape poliment l'épaule, tout en contrastant avec une expression glaciale. Il veut savoir si Hong Hee-ju, sa belle-mère, a donné l'ordre de le faire tuer. Et bien sûr, c'est exactement le cas, comme on a pu l'entendre dans la conversation qu'elle a eue plus tôt avec sa fille et son assistant. Le boss ne sait plus quoi dire jusqu'à ce que Dojin serre si fort que l'autre hurle de douleur. Même ses larbins n'ont pas l'air de savoir quoi faire pour leur patron. Je dois dire qu'il ferait bien de changer de coiffeur aussi, au passage. Bref, le boss finit par craquer et révèle la sinistre stratégie. Cette femme machiavélique voulait en réalité siphonner jusqu'au dernier sou du compte bancaire de Dojin, le poussant à un gouffre financier si profond qu'il n'aurait d'autre choix que de mettre fin à ses jours pour y échapper. Voilà la définition même d'un plan démoniaque, surtout envers ton propre fils, même si tu l'as rejeté. Telles étaient ses instructions. Dojin encaisse ces révélations. Après encore un peu de supplications et de larmes, il libère le boss, lui demandant si cela faisait aussi partie des raisons pour lesquelles on l'avait enfermé dans la porte. Le boss se défend comme un pauvre type sans défense, jurant qu'il n'aurait jamais pu toucher la prime d'exécution s'il mourait à l'intérieur. Un argument plausible qui laisse Dojin songeur. Il murmure le nom de Kang Chol-woo, le type qui l'avait conduit à la porte à l'origine. Clairement, Dojin veut tout savoir sur lui d'ici demain. Ces deux exigences posées, il s'en va poliment, laissant l'atmosphère de la pièce totalement métamorphosée par rapport au moment où il est entré. Après cet entretien, Dojin replonge dans une profonde réflexion. Le véritable Seo Dojin n'avait qu'un seul souhait, protéger sa petite sœur et sa grand-mère chérie, quoi qu'il en coûte. Tout ce qu'il vient d'apprendre ne fait qu'ajouter une couche de misère supplémentaire, dévoilant la vie de galère que ce pauvre gamin a dû endurer, impuissant. Mais qu'on se rassure, le dieu de l'épée est prêt à faire tout ce qu'il faut pour remettre les pendules à l'heure. Le lendemain, notre garçon est officiellement enregistré, et il a même hérité d'un rang B, ce qui est plutôt pratique. Contrairement à toutes ces histoires où le héros doit forcément commencer au rang le plus pourri, juste pour faire stylé. En passant la carte sur la machine, il prouve sa légitimité, car le système reconnaît son identité. Pourtant,
Celui-ci l'avertit que son rang est encore trop bas pour la quête dangereuse qu'il s'apprête à entreprendre. Cela l'agace, franchement. Il se dit qu'il aurait peut-être dû embêter ce salopard pour qu'il lui attribue un rang plus élevé, histoire de ne pas tomber sur ce genre de problème. Malgré les avertissements répétés du système, qui lui déconseille vivement d'entrer dans cette porte bien au-dessus de son niveau, Dojin s'en fiche éperdument et y va quand même. Parlons un peu des détails de la porte de l'île de la nuit. En réalité, il ne s'agit que d'une porte de rang B, mais cela ne signifie pas qu'un chasseur de rang B puisse en sortir vivant. Les héros reçoivent toujours la recommandation de choisir un rang supérieur à celui de la porte pour garantir la sécurité de la mission. Bref, l'ampleur du donjon est considérée comme de rang D, ce qui veut dire qu'il est vaste et que la chasse en solo sera particulièrement ardue. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit de tunnels. Dans une certaine mesure, cela facilitera un peu la chasse en solo pour lui cette fois-ci. En raison de l'ampleur du donjon, il est fortement recommandé qu'un héros de rang A s'en charge. Mais pour Dojin, les mots « risque » et « danger » n'existent pas. Au pire, il se retrouvera à devoir affronter une armée entière de monstres dans un tunnel si étroit qu'il n'aura quasiment aucune marge de manœuvre. Dojin sourit face à son premier adversaire, un serpent géant à l'aura violette et chaotique. Pour la plupart des héros, ce serait un signe d'horreur, mais pour lui, c'est plutôt un signe de chance. Il prépare ses gantelets pour lancer le combat. Ah, et au fait, le serpent n'est pas seul. Il a ramené toute une bande de copains dont les langues me rappellent le film Alien. Quoi qu'il en soit, ces sales bestioles font de leur mieux pour attaquer, mais c'est peine perdue. Notre garçon est une véritable machine à tuer. Il saisit et collecte les pierres de mana comme si les monstres n'avaient jamais existé. La vipère noire tueuse est une classe de monstres réputée pour son poison paralysant ultra actif, capable de neutraliser n'importe qui au moindre contact. Conscient de ce danger, Dojin se propulse à une vitesse fulgurante et assène un coup d'une puissance phénoménale. En un rien de temps, il découpe la créature de toutes parts, aspergeant le sol de sang jusqu'à la trancher en deux. Avec la créature vaincue, Dojin jette un œil à son équipement. Les gants qu'il a achetés pour la somme de 300 000 won protègent sa peau du poison, et jusqu'ici, ils tiennent bon. Reprenant la chasse, Dojin braque son regard sur 4 autres de ces hideux lézards sans pattes et commence à les pulvériser un par un, frappant à une vitesse fulgurante. De plus en plus de sang jaillit, jusqu'à ce que les vipères soient envoyées dans l'au-delà. Dojin reste là, occupé à chercher une poignée de pierres magiques, en fouillant la chair du monstre avec ses griffes. À sa grande déception, il n'y a aucune pierre magique à trouver. Mais cela suit les règles du monde précédent, ou plutôt de son monde d'origine. En effet, ces monstres n'ont qu'un taux de largage de 3% pour les pierres de mana. Cela signifie qu'il va devoir en chasser au moins des centaines pour obtenir un bon butin. Poursuivant son chemin, il tombe sur Monsieur Tête d'Os. Tu pourrais croire qu'il s'agit du boss, mais Dojin a une opinion différente et demande à ce serpent surdimensionné s'il est bien le boss du donjon. Parce que, évidemment, le serpent va lui répondre comme un bon copain. Quoi qu'il en soit, Dojin se dit que c'est une bonne chose que ce gros type soit apparu, parce qu'il n'aura plus à s'inquiéter de se perdre à nouveau. S'enroulant pour une attaque immédiate, il prévoit de finir le combat rapidement afin de rentrer chez lui. Mais quelque chose d'inattendu se produit. Bien qu'il ait porté un coup brutal avec succès, son poing n'a aucun effet sur la créature. Le monstre lui a juste offert un tatouage sur le front, en retour. Et comme il est en l'air, incapable d'esquiver, la créature le frappe violemment contre le mur avec sa queue. Dojin se retrouve alors au sol, après un atterrissage plus que brutal. Cela a probablement remis les pendules à l'heure concernant la force du boss, je pense. La créature sort ses crocs venimeux et siffle contre lui comme une petite amie affamée. Elle tente de le mordre, mais heureusement, il parvient à esquiver l'attaque. Profitant de l'élan de sa manœuvre d'évasion, il contre-attaque aussitôt avec un puissant coup de poing qui heurte le corps de la créature et laisse encore plus de fissures sur sa carapace. Grâce à ce deuxième assaut, une chose devient claire. Le boss possède une carapace incroyablement solide, bien plus coriace que tous les autres serpents qu'il a exterminés. La coquille est si puissante qu'à son niveau actuel, il est incapable de la briser d'un seul coup. Cela inverse complètement la situation pour lui, et il commence à se demander s'il ne devrait pas changer de stratégie de combat. À sa force d'origine, le dieu de l'épée aurait réduit cette bête en miettes sans la moindre difficulté. Mais soudain, il remarque quelque chose. C'est l'épée d'un guerrier qui a perdu la vie en combattant ce boss. Et maintenant,
Tu vas comprendre pourquoi on l'appelle le dieu de l'épée, et non pas le dieu du poing. Bien que l'arme soit extrêmement usée après la bataille, il s'en empare, persuadé qu'une épée n'est jamais que le prolongement de celui qui la manie. Avec cette conviction en tête et la lame fermement tenue dans sa main, il s'avance vers le serpent monstrueux. La créature se propulse vers lui à toute vitesse pour l'abattre à nouveau. Dojin lui répond en s'élevant haut dans les airs, déclarant fièrement que la créature devrait être honorée, car il va tout donner pour la tuer avec une épée. Malgré l'état lamentable de la lame, il libère littéralement une série de coups éclairs en quelques frappes seulement, lacérant le corps du serpent jusqu'à le réduire en morceaux. Le combat sérieux se conclut de façon presque comique. La créature agonisante en arrière-plan, pendant que l'épée de notre héros se désintègre en poussière. Heureusement, il a réussi à éliminer la bête, avant qu'elle ne rende son dernier souffle. Avec la mort du boss, Dojin a une idée plutôt intelligente, que peu de protagonistes semblent envisager. Il arrache l'un des crocs de la créature, convaincu qu'il pourrait servir de matériau pour forger une belle petite épée, après un peu de travail. Considérant cela comme la récompense de son périple, il franchit la porte. Lorsqu'il sort enfin du portail, la nuit étoilée est déjà tombée. Il a passé beaucoup plus de temps dans la porte de rang B qu'il ne l'avait imaginé, et vu comment les choses se sont terminées, cela ne fait que renforcer sa détermination à retrouver toute sa puissance. Il est d'ailleurs plutôt content que ses vieux amis n'aient pas eu à le voir dans cet état de faiblesse, parce que ça aurait été vraiment embarrassant. De retour de la chasse, il va faire estimer et vendre les pierres magiques. Devant lui, un autre héros est déjà là, en train de présenter sa propre pile de pierres. Le réceptionniste radin le traite comme de la merde et lui annonce que la commission est fixée à 40%. Même le type innocent comprend qu'il y a anguille sous roche avec ce taux exagérément élevé. Il ose même le dire tout en se présentant comme un gars ordinaire. Le réceptionniste, tout comme il l'avait fait avec Dojin, clarifie que leur taux est en réalité le plus bas parmi tous les commerces d'estimation. Le centre de la porte prend 5%, mais ça, c'est sans les taxes. Du point de vue de l'estimateur véreux, c'est une bonne affaire pour les héros, car ils y gagnent pas mal d'argent. L'argent est remis au héros, qui ne se plaint pas vraiment, sauf pour demander, un peu inquiet, ce qui est arrivé au visage abîmé du réceptionniste. La chose la plus drôle, c'est que ce gars-là continue de réciter le même discours, malgré la raclée qu'il s'est prise. Le réceptionniste s'en sort en racontant qu'un psychopathe avait d'abord massacré ses gardes avant de lui offrir ce traitement. Le héros pense que c'est de la faute du réceptionniste, à force de garder des gardes de faible niveau au rang C. Après tout, le rang n'est pas la seule chose qui compte dans ce monde. La compétence joue un rôle énorme aussi. Le rang n'est en fait qu'une fausse représentation des capacités réelles, mise à jour seulement pour que le système reste cohérent. Le héros est assez sage pour mentionner que les gens d'un même rang ont des compétences et des capacités qui varient énormément, si bien qu'on ne peut pas tous les traiter de la même façon. Il y a aussi une grande différence entre un garde boiteux qui passe ses journées à surveiller la boutique et un héros qui chasse activement des monstres pour gagner sa vie. Même si ce gars lui donne en réalité de bons conseils, le réceptionniste, un vrai pitre, n'a qu'une envie, qu'il la ferme et parte au plus vite. Finalement, le héros propose tout de même son aide si jamais le petit gars a besoin de quoi que ce soit. En quittant les lieux, notre protagoniste passe tout près du réceptionniste, le visage toujours aussi froid. À sa vue, le réceptionniste sursaute, les yeux écarquillés, et il pointe Dojin du doigt en hurlant que c'est le psychopathe qui lui a fait passer un sale quart d'heure. Le héros, en se retournant vers eux, est plutôt d'impressionner. Il remarque la carrure fine de Dojin pour sa taille. Pourtant, le fait qu'il ait foutu le bazar parmi les gardes de la boutique pousse le vétéran à se préparer à un combat, se demandant si c'est lui le fauteur de troubles. Ce que j'aime chez ce gars, c'est qu'il ne s'offusque pas pour des broutilles. Il croit sincèrement que Dojin abuse de ses pouvoirs de héros pour intimider les civils dans la vie de tous les jours. Bien sûr, la vérité est tout autre, puisqu'il n'a entendu qu'un seul côté de l'histoire. Mais c'est quand même intéressant de voir des personnages aussi réalistes. Le réceptionniste, lui, savoure la scène, sachant que ce vétéran est en réalité un héros expérimenté depuis 7 ans. S'il lui arrivait malheur ici, le vieux de la vieille a largement de quoi faire jouer ses relations et balancer le nom de Dojin. Sans vraiment se soucier de qui il est, Dojin se tourne vers lui et lui ordonne simplement de dégager. Cela ne fait qu'aggraver la provocation. Du coup, tout d'un coup, le vétéran a vraiment l'air d'un connard. Dojin lui demande s'il compte se venger.
En entendant ça, le héros vétéran se sent provoqué. Cependant, fidèle à son sens des responsabilités et grâce à son expérience, il sait qu'il est insensé de se battre contre un autre héros. Ce genre de duel se termine presque toujours dans un bain de sang, avec un taux de mortalité encore plus élevé que lors d'un affrontement contre des monstres. Se remémorant cette réalité, le vétéran se calme et tourne les talons, laissant le réceptionniste sans voix. Dojin, quant à lui, se tourne vers l'évaluateur véreux et lui demande s'il a un problème à régler. Avant même qu'il puisse répondre, Dojin balance un sac rempli de pierres magiques à expertiser et à convertir en argent. Ces précieuses petites merveilles sont toutes des pierres magiques de haut rang, ce qui ne manque pas de susciter des interrogations du réceptionniste. Qui diable est réellement ce type? Après avoir calculé la somme, le total atteint 150 millions de won. Cela paraît énorme à première vue, mais pour Dojin, c'est bien trop peu pour une journée de chasse. Il réclame l'argent, mais le réceptionniste lui rappelle la commission qu'ils doivent déduire au préalable. Évidemment, ça tire un regard terrifiant de la part de Dojin. Se souvenant que la commission n'est que de 1% dans leur petit arrangement, Dojin se calme et demande au type de finaliser le reste du montant. Dans l'esprit du réceptionniste, il a juste envie de le massacrer pour son audace. Mais ça reste un fantasme. Cela dit, il précise qu'il faut l'aval de la direction pour une somme pareille. Sans perdre un instant, Dojin exige qu'il décroche cet aval immédiatement. Le réceptionniste s'empresse donc d'appeler son patron, chuchotant les détails de la situation. Avant qu'il n'ait eu le temps de conclure l'affaire, Dojin arrache le téléphone et s'adresse directement au patron pour lui dire de se dépêcher de payer. Le boss accepte, mais il veut que l'appareil soit rendu à son employé. Avec un sourire narquois, Dojin rend le téléphone, ou plutôt, il l'éclate intentionnellement contre le mur. Le réceptionniste tremble en voyant son téléphone pulvérisé, tandis que Dojin l'invite à préparer l'argent maintenant que tout est réglé. Et c'est ainsi que le réceptionniste s'est vu contraint de préparer plusieurs sacs pleins de billets pour la transaction. À la fin, il est anéanti, forcé de céder de la sorte. Peut-être que vous éprouvez de la pitié pour lui, mais rappelez-vous qu'il continue de voler la moitié des revenus des héros ordinaires, qui, eux, risquent leur vie chaque jour. C'est un escroc. 10 minutes plus tard, le patron débarque, furieux que son employé n'ait pas répondu au téléphone. La meilleure partie, c'est que le réceptionniste abandonne tout et balance carrément sa démission sur le champ. Le patron aperçoit alors le téléphone fracassé contre le mur et il comprend vite ce qui s'est passé. Voyant cela, il sort son téléphone pour appeler Ju-yeon, lui demandant de venir immédiatement. Ju-yeon est une jeune femme très célèbre, avec de magnifiques cheveux rose-violet. Elle est si reconnue que les gens scandent son nom, Yeon Ju-yeon, et la traite comme une véritable célébrité. Et puis, avec sa tenue incroyable, elle a vraiment de l'allure. Quand elle arrive à la boutique, elle éblouit le réceptionniste par sa simple présence et lui offre un sourire radieux. Il y a une bonne raison à toute cette agitation autour d'elle. Elle est la 4e héroïne de rang S du pays, rien que ça. On raconte même qu'elle serait la nièce du patron. Mais du coup, il se demande ce qu'elle vient faire ici. Ju-yeon confirme elle-même qu'elle a été appelée à la demande de son oncle pour s'occuper d'un héros un peu trop imprudent.